Je suis dépité aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Ma femme est malade. Tu devrais pas rester chez toi et t'occuper d'elle? C'est pas que je veux pas, mais je me suis fait virer. Comment ça? Quand ma femme va pas bien, ma belle-mère applique. Elle est tellement envahissante si vous saviez. Je peux plus rien faire dans ma propre maison, ou encore moins m'occuper de ma femme. Comment ça se fait? Elles sont fusionnelles? On peut dire ça, oui. Depuis que j'ai rencontré ma femme, sa mère est jamais très loin, mais c'est encore pire quand elle est malade. Elle met toute sa vie entre parenthèses et vient squatter à la maison en s'imaginant que je suis incapable de faire quoi que ce soit, et surtout de m'occuper de sa fille. Oh, l'enfer, c'est à ce point-là? Et attends, ça s'est calmé depuis que je suis là. Mais apparemment, avant, c'était pire. Quand ma femme était petite, sa mère l'avait emmenée consulter tout un tas de médecins parce qu'elle avait soi-disant mal au ventre. Comme personne ne trouvait de véritable cause à ça, elle insistait et insistait, jusqu'au jour où elle en a trouvé un qui a accepté de l'opérer et de lui enlever un rein. Mais sérieux? Mais pour quelle raison? Elle avait vraiment un truc, ta femme. Mais non, même pas. C'est en grandissant qu'elle s'est rendue compte à quel point ça partait loin alors qu'elle se sentait bien de base. En se renseignant bien, elle a appris que sa mère avait un syndrome de je sais pas quoi. Le syndrome de Munchausen par procuration. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et c'est quoi? C'est un cas de maltraitance extrêmement grave d'un adulte envers un enfant généralement. En gros, c'est quand un adulte responsable, c'est très souvent le cas d'un des parents, simule, exagère ou déclenche délibérément des problèmes de santé graves et répétés chez son enfant, puis l'amène consulter un médecin ou un service de soins médicaux. Mais pourquoi faire? Et ça sert à quoi de faire ça? Le but serait d'attirer l'attention et la compassion à travers la maladie de l'enfant. Mais tu sais qu'il y a des cas célèbres concernant ce syndrome? Ah ouais? Des gens qu'on connaît? Normalement, tu connais Eminem, oui. Dans certains de ses raps, il dit que sa mère lui aurait inventé des maladies, l'aurait fait soigner alors qu'il n'avait rien. En 2009, dans sa chanson My Mom, il listait les médicaments qu'elle lui avait fait prendre pendant son enfance. Pour lui, elle souffrait clairement de ce syndrome et ça a beaucoup joué sur sa relation avec elle. Sans blague, je savais pas du tout. En même temps, ça se comprend. Ma femme en a vraiment souffert toute son enfance. Elle me disait surtout qu'elle n'avait pas d'amis parce qu'elle passait pratiquement tout son temps à l'hôpital. Elle détestait sa mère, mais ça va un peu mieux maintenant. Elle allait s'occuper d'elle sans trop lui faire confiance, mais se méfie beaucoup pour nos enfants. Et ça peut aller vachement loin ce genre de délire, tu sais. Il y a eu une grosse histoire autour de ça en 2015 aux États-Unis. Je suppose que tu vas nous la raconter. Exactement. C'est l'histoire de Didi Blanchard et de sa fille Gypsy Rose. Vous allez voir, cette histoire va remettre en doute votre sens de la justice. D'ordinaire, quand un meurtre est commis, on imagine un tueur sanguinaire sans émotion, capable du pire, et une pauvre victime sans défense et totalement innocente. Attention, je ne défends en aucun cas le geste dont vous allez prendre connaissance ici, mais je dis juste que parfois, beaucoup de facteurs amènent à une fin tragique et inéluctable. C'est vrai qu'on a tendance à condamner un peu rapidement les meurtriers et meurtrières, mais c'est bien pour comprendre tous les événements qui ont mené à ça qu'on a mis en place les procès, non? Oui, et justement, celui de Gypsy Rose Blanchard en 2016 a tellement choqué les gens que de nombreux films et séries ont vu le jour par la suite. Il s'est passé quoi alors? Eh bien, laissez-moi commencer par le début. Claudinéa Pitre, surnommée Didi, est la mère de Gypsy Rose. Elle est née en 1967 en Louisiane au sein d'une fratrie de 5 enfants. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'était pas un enfant de cœur. Sa famille parle de vol à l'étalage, d'émissions de chèques sans provision, de la fraude à la carte de crédit, mais surtout de la maltraitance envers sa mère, Emma Pitre. Le doute plane autour de sa mort en 1997 et de la supposée tentative d'empoisonnement envers sa belle-mère Laura, mais ça, nous y reviendrons un peu plus tard. Une fois adulte, Didi a choisi de travailler en tant qu'aide-soignante. Un métier altruiste, me direz-vous, mais surtout un emploi qui lui permet de se familiariser avec le monde de la médecine. À 23 ans, elle rencontre Rod Blanchard, alors âgé de 17 ans lors d'une sortie bowling. Le courant a l'air de bien passer puisqu'il se marie à la fin de l'année 1990 et accueille la petite Gypsy Rose le 27 juillet 1991. Gypsy, car Didi adorait ce prénom, et Rose, car Rod était fan des Guns N' Roses. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on n'a pas une super image de Didi. Surtout que c'est pas du tout comme ça que j'imaginais quand on voit les photos d'elle et de sa fille. Et avec son surpoids, elle a des petits airs de mamie gâteau. Comme quoi, faut toujours se méfier des apparences, on connaît jamais vraiment les gens. Vous ne connaissez même pas encore toute l'histoire. En juillet, mois de la naissance de leur fille, Rod décide de quitter Didi car il considère s'être marié pour les mauvaises raisons. Cette dernière ne l'accepte pas et repart vivre avec sa fille auprès de sa famille. Très rapidement, Didi repère des problèmes de santé chez Gypsy Rose et commence à en faire part au médecin. Rod déclare que quand sa fille avait à peine 3 mois, Didi était persuadée qu'elle souffrait d'apnée du sommeil et l'avait amenée passer des nuits entières avec un moniteur de sommeil à l'hôpital. Mais aucun de ces tests n'ont révélé de signe quelconque de cette affection. S'en est suivi de nombreuses soi-disant maladies et pathologies telles que l'asthme, un trouble chromosomique, une déficience visuelle et auditive,
Et enfin une dystrophie musculaire qui obligeait la petite à se déplacer avec un déambulateur. Ah ouais, en gros, tout ce qui pouvait exister, elle l'avait, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Didi aimait aussi se faire plaindre puisqu'elle disait de Rod, son ex-mari, qu'il ne payait pas ce qu'il devait et qu'il se fichait de l'état de santé de sa fille. En réalité, elle recevait des chèques de 1200 $ par mois et ne laissait jamais Rod seul avec Gypsy Rose quand il lui rendait visite. Même si ce dernier la félicitait pour son courage d'élever un enfant aussi malade, hors de question pour elle de ne pas surveiller sa fille tellement elle devait l'avoir sous son emprise. Cette dernière est telle que Didi ne laissera pas Gypsy aller à l'école très longtemps. En effet, à peine arrivée au CP, la petite est déscolarisée pour suivre des cours à la maison en raison de ses problèmes de santé. Cela entraîne un isolement conséquent pour elle, son seul ami étant son grand-père. C'est triste et c'est mignon à la fois. Le petit vieux, il devait en prendre soin et la serrer au moins. Le truc c'est que je ne sais pas quoi en penser. Dans un livre que Gypsy a écrit en 2024, elle raconte que ce fameux petit vieux aurait abusé d'elle pendant son séjour chez lui. Mais elle dit aussi qu'elle voyait sa mère comme un ange protecteur qu'elle aimait par-dessus tout. En vivant aussi éloignée de la réalité, elle devait s'être construit sa propre image des choses. Pour elle, ces formes de maltraitance étaient sûrement une forme d'amour puisqu'elle n'avait aucun autre moyen de comparaison. Plus j'en apprends et plus cette histoire m'intrigue. Et t'es vraiment pas au bout de tes peines. Durant leur séjour chez les parents de Didi, sa mère, Emma, tombe malade. Je ne sais pas exactement de quoi et je n'ai rien trouvé qui pourrait m'amener plus de détails, mis à part les témoignages des proches concernant leurs doutes vis-à-vis de Didi. Cette dernière n'aurait pas été très attentionnée envers sa mère et sa mort en 1997 pourrait être causée par une négligence dans les soins, notamment de la sous-nutrition. Suite au décès de son épouse, Claude, le grand-père de Gypsy, se remarie avec une certaine Laura. Ils continuent tous deux à héberger la mère et la fille malade. Détail qui aura son importance après, à ce moment-là, Didi fait découvrir à sa fille les congrès de science-fiction, pour lesquels elle développera une passion et qui lui permettront de se fondre dans la masse grâce à ses déguisements. Peu de temps après l'arrivée de Laura dans le foyer, celle-ci tombe malade et reste alitée près de 9 mois. Certains membres de la famille sont persuadés que Didi, qui souhaitait contribuer au ménage en faisant à manger, versait du Roundup, un désherbant, dans la nourriture. À la même époque, Didi est arrêtée pour plusieurs délits mineurs, comme des chèques sans provision. Gypsy Rose raconte aussi avoir eu un accident de moto léger avec son grand-père. Malgré une simple écorchure au genou, Didi avait insisté pour obtenir une chaise roulante et avait obligé sa fille à s'en servir, prétextant qu'elle ne pourrait plus marcher. Ça, plus la santé de Laura qui se détériore et le traitement que subit Gypsy Rose, amène Claude et Laura à confronter Didi. Je ne sais pas s'ils la mettent à la porte ou si elle part d'elle-même, toutefois, cette dernière déménage en emmenant sa fille avec elle et s'installe dans un logement social à Slidell, toujours en Louisiane. Comme par magie, Laura s'est aussitôt rétablie. Ouais, donc outre l'histoire avec sa fille, la dame n'est pas très nette de base en fait. Mais une fois qu'elle se retrouve seule avec sa gamine, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, non? Elle va lui inventer quoi d'autre? Et de quoi elle vit si elle bosse pas pour s'occuper de sa fille? Eh bien déjà, elles vivent grâce à la pension que lui fournit tout de même Rod, même si elle dit le contraire, et aussi grâce à l'aide sociale accordée en raison des prétendus problèmes de santé de Gypsy. Ensuite, elle va continuer à l'emmener voir divers spécialistes, notamment pour des problèmes d'épilepsie qui surviendraient tous les 2 ou 3 mois. Gypsy commencera donc à prendre des anti-épileptiques. À ce moment-là, elle raconte que sa mère avait convaincu les médecins de lui poser une sonde d'alimentation, de lui prescrire des médicaments dont elle n'avait pas besoin et de pratiquer des dizaines d'interventions inutiles. Pourtant, elle savait qu'elle pouvait marcher et s'alimenter seule, mais sa mère le lui interdisait formellement. C'est un peu ce que je vous racontais sur ma femme et ma belle-mère. Toute son enfance, ma femme a toujours su qu'elle était capable de vivre comme les autres, mais sa mère usait de manipulation et de violence pour qu'elle obéisse et finisse par être persuadée qu'elle était malade. Elle m'a raconté le jour où sa mère l'a enfermée plus de 12 heures dans les toilettes pour pas qu'elle puisse aller au cinéma normalement. J'y arrive justement aux violences physiques et psychologiques. En août 2005, le terrible ouragan Katrina balaye tout sur son passage, y compris l'appartement de Didi et Gypsy. N'ayant plus de logement, les filles passent 3 mois dans un refuge pour personnes handicapées. Didi déclare avoir perdu le dossier médical et l'acte de naissance de sa fille dans l'inondation, ce qui a sans doute participé au fait que Gypsy ne connaissait pas vraiment son âge réel. Le médecin s'occupant d'elle au refuge leur suggère de déménager dans le Missouri et 1 mois plus tard, la famille y pose ses valises. Là-bas, Gypsy Rose obtient le prix de l'enfant de l'année 2007 par la Fondation Olay, qui défend les droits des personnes utilisant des sondes d'alimentation. Les gens sont tellement touchés par l'histoire d'une mère courage et de sa fille lourdement handicapée ayant perdu leur maison à cause d'une catastrophe, qu'ils n'hésitent pas à leur tendre la main et à leur venir en aide. 3 ans après, en 2008, l'association Habitat pour l'Humanité leur offre une petite maison spécialement construite pour elle. Elle est équipée d'une rampe d'accès pour le fauteuil de Gypsy et même d'un jacuzzi pour ses problèmes musculaires. Ah bah ça va, il y en a qui se font pas chier. Y a pas que ça qu'on leur a offert. Elles ont eu le droit à des vols gratuits pour consulter tout un tas de spécialistes, un voyage à Disney World, des entrées en coulisses pour plusieurs concerts d'une star de country et que sais-je encore.
Tu rajoutes à ça les aides financières, la pension de 1 200 $ par mois du père et le fait que Didi organisait des séances de cinéma dans son jardin dont elle faisait payer l'entrée, elle se mettait bien. Pendant ce temps, Rod avait de moins en moins de contact avec sa fille. À chaque fois qu'il voulait venir, Didi changeait ses plans. Il se souvient aussi d'un appel téléphonique pour les 18 ans de Gypsy, au cours duquel Didi lui aurait demandé de ne pas mentionner l'âge de sa fille, puisqu'elle pensait encore avoir 14 ans. Bah oui, en soi, elle avait aucun intérêt à ce que la petite soit majeure. Je pense qu'elle aurait perdu ses aides. Et sa crédibilité envers les voisins aussi. Tout le monde s'était attaché à l'image de Gypsy. La mère et la fille étaient des célébrités locales à Springfield et ont fait l'objet de nombreux reportages et articles dans la presse locale. Gypsy a prononcé des discours à travers le pays sur sa maladie lors de diverses conférences. Avec son petit 1,50 m et son apparence juvénile, elle suscitait la compassion et sans doute aussi la pitié des habitants du coin. Elle n'avait pratiquement plus de dents puisqu'elle s'était fait extraire ses glandes salivaires à cause d'une salivation excessive provoquée par sa mère avant ses rendez-vous médicaux. Rajoutez à ça les anticonvulsivants qu'elle devait prendre, cela avait provoqué des caries et donc l'extraction de ses dents. Didi avait demandé à poser des tubes dans les oreilles de Gypsy pour contrôler ses otites. Gypsy portait des grandes lunettes et avait une voix très aiguë qui ajoutait à son apparence enfantine. Sa tête était régulièrement rasée par sa mère pour imiter l'effet d'une chimiothérapie. Sa mère lui disait qu'avec son traitement, il finirait par tomber, alors autant les raser pour porter de belles perruques de princesse ou des chapeaux. Lorsqu'elles devaient quitter la maison, elles emportaient systématiquement une bouteille d'oxygène et une sonde d'alimentation. Les voisins disaient de Gypsy que c'était la personne la plus heureuse qu'ils n'avaient jamais vue et en même temps la plus malchanceuse d'être aussi fragile. Et à aucun moment elle a eu envie de se rebeller? Si elle savait qu'elle pouvait marcher ou manger seule, elle n'a pas eu envie d'envoyer tout balader en grandissant? Si, justement, et c'est ce qui a déclenché les violences physiques de sa mère. Comme beaucoup d'adolescents, Gypsy a commencé à vouloir son indépendance et tenté de mener ses propres petites rébellions. Elle se promenait dans la maison la nuit et accédait secrètement à l'ordinateur, créant même un compte Facebook privé et se rendant sur des sites de rencontres. Elle commençait à se poser des questions sur les garçons et la sexualité et cela devait commencer à la titiller, quoi de plus normal. En 2011, alors qu'elle avait 20 ans et qu'elle se rendait à un congrès de science-fiction, elle tenta de s'enfuir en rejoignant un homme de 35 ans rencontré sur internet dans une chambre d'hôtel. Sa mère la retrouva et menaça l'homme d'aller voir la police en affirmant que sa fille était mineure, document falsifié à l'appui. Les répercussions furent graves puisque Didi détruisit l'ordinateur portable avec un marteau et menaça Gypsy d'en faire de même avec ses doigts si elle tentait à nouveau de s'échapper. Après cet épisode, Gypsy raconte avoir été attachée pendant 2 semaines par une laisse de chien reliée à des menottes attachées à un lit et que Didi avait installé des clochettes à sa porte pour être informée de toute tentative d'évasion. Didi aurait aussi tenté de la déclarer mentalement incompétente pendant cette période, ce qui l'a amenée à penser qu'elle ne pourrait jamais aller voir la police car elle ne croirait rien de ce qu'elle leur dirait. Une fois libérée, Gypsy ne pouvait plus se rendre dehors sans que sa mère ne lui tienne la main et si elle avait le malheur de laisser entendre qu'elle était plus âgée ou plus forte que sa mère ne le prétendait, Didi la serrait très fort et la punissait à coups de cintre ou de gifle. Gypsy aurait aussi tenté en vain de s'échapper de la maison en tirant 10 fois sur sa mère avec un pistolet à air comprimé qu'elle avait d'abord pris pour une vraie arme. Ah ouais, ok, je comprends mieux. La mère était loin d'être l'espèce de sainte qu'elle faisait croire, en fait, c'est ouf. Elle était complètement piégée, la gamine. Je suppose que dans ton histoire, il y en a au moins une des deux qui meurt à la fin, c'est obligé. Logiquement, c'est la mère, vu qu'Héloïse a parlé du procès de la fille tout à l'heure. Maintenant, reste à savoir comment et s'il y a une troisième personne qui se rajoute à l'histoire. Bien vu, il y a bien une troisième personne et il s'appelle Nicolas Godjon. Gypsy fait sa connaissance en 2012 sur un site de rencontres chrétiens. À peu près du même âge, ils tombent amoureux et entretiennent une relation secrète en ligne pendant 2 ans et demi. On pourrait se dire que c'est tout mignon, mais la suite va encore plus vous laisser sans voix. Le jeune homme qui vit dans le Wisconsin, donc à un peu plus de 8 heures de route, présente des troubles mentaux tels que des troubles dissociatifs de l'identité et souffre également de troubles du spectre autistique. Rien de trop insurmontable s'il se fait soigner correctement, mais ce dernier présente surtout une certaine forme de déviance sexuelle. Il semble très attiré par le fait que Gypsy soit fan des princesses Disney et qu'elle se déguise très souvent. De quoi se poser des questions avec son apparence juvénile. Il lui parle souvent de BDSM et lui envoie des choses sur le sujet telles que des illustrations de Belle, de La Belle et la Bête, presque nue, serrant la bête dans ses bras et disant « Je vis et respire pour servir mon maître ». Voilà. Et ça lui plaisait, ça? À 20 ans, quand t'as encore jamais eu de relation sexuelle, ça peut être intéressant, ça? Non, je pense pas, elle a dit même plus tard qu'elle était mal à l'aise avec ça, mais elle cherchait l'amour et pensait l'avoir trouvé. L'attention qu'il lui donnait devait valoir plus que les déviances qu'il présentait. Il n'y a pas que des paroles en plus puisqu'en 2013, il est arrêté pour s'être masturbé devant de la pornographie dans un McDonald's pendant 9 heures. Un mois avant, il avait déjà eu des problèmes avec la justice pour port d'armes dissimulées et troubles à l'ordre public. Ça pue tellement tout ça, je sens le truc bien horrible arriver. Dixie n'avait vraiment personne d'autre à qui parler de tout ça, quelqu'un qui aurait pu lui dire qu'elle mise pas sur le bon cheval. Elle avait sa voisine qui avait le même âge, même si elles ne le savaient pas toutes les deux.
En 2014, Gypsy possède 5 comptes Facebook et discute avec sa voisine Aléa sur l'un d'entre eux. Elle lui explique que sa mère est surprotectrice et qu'elle ne doit pas savoir qu'elle se rend sur Facebook la nuit. Elle lui raconte aussi qu'elle a rencontré un garçon, qu'ils sont en couple et que ce dernier veut l'initier au BDSM, ce qui serait encore plus intéressant selon elle. Elle lui dit qu'elle aimerait s'enfuir avec lui pour construire une vie de famille comme dans les contes de fées. Alia, ayant peur que son ami tombe entre les mains d'un prédateur, tente de l'en dissuader en vain. Gypsy imagine alors un plan pour enfin rencontrer l'homme de sa vie. En 2015, elle organise et paye la rencontre entre sa mère et son copain. Elle avait imaginé une sortie au cinéma durant laquelle elle croiserait par hasard ce jeune homme avec qui elle nouerait une amitié avant qu'il ne devienne son premier petit copain officiel. Seulement ça ne s'est pas passé comme prévu. Adieu le côté romantique d'une première rencontre puisqu'à peine se voit-il que les deux se rendent dans les toilettes pour avoir leur première relation sexuelle. Si Gudjon raconte avoir couché avec elle, Gypsy dit que rien ne se serait passé puisque Gudjon a été incapable d'avoir une érection. De plus, Didi n'a pas apprécié Gudjon et a dit à sa fille qu'elle le trouvait effrayant et bizarre. La mère et la fille se seraient disputées pendant 2 semaines suite à cela, Didi insultant Gypsy de salope, traînée, etc. Les espoirs de la jeune femme tombent alors à l'eau et elle n'a plus d'autre choix que de mettre en place le plan B. Ok, donc là, j'imagine qu'on arrive au meurtre. Voilà, c'est décidé. Gypsy demande à Gudjon de tuer sa mère. Non pas parce qu'elle la déteste, mais parce qu'elle veut se libérer une bonne fois pour toutes de son emprise. Et le meurtre aura lieu en juin 2015. Après avoir volé de l'argent à sa mère et l'avoir envoyé à son petit ami pour se payer le ticket de bus, ce dernier arrive à Springfield dans l'après-midi. La mère et la fille sont de sortie pour que Gypsy se fasse remplacer sa sonde gastrique. Après une énième dispute, elle se réconcilie grâce à une petite séance manucure maison, puis Didi va se coucher. Gypsy fait rentrer Gudjon et lui fournit de la bande adhésive, des gants et un couteau. Effrayée par ce qui allait arriver, elle monte dans la salle de bain pour s'y cacher et ne pas avoir à entendre les cris de sa mère. Gudjon ouvre la porte de la chambre de Didi et passe immédiatement à l'acte en lui assénant 17 coups de couteau dans le dos. Gypsy dit avoir voulu aider sa mère mais s'est rendu compte qu'il était trop tard. Elle a entendu appeler son nom plusieurs fois avant le silence complet. Sur Facebook, Gudjon lui avait dit qu'il violerait sa mère après l'avoir tuée, mais la jeune femme ne voulait absolument pas que cela arrive. Elle lui exprime son désaccord et lui dit que dans ce cas, c'est elle qui le violera. Après le meurtre, ils se rendent donc dans la chambre de Gypsy, dans laquelle elle subit ce rapport non consenti et pendant lequel elle appelle sa mère à l'aide. Suite à cela, ils volent plus de 4000 $ que Didi gardait chez elle et se rendent à un motel dans lequel ils restent plusieurs jours afin de planifier le reste de leur plan. Ils envoient l'arme du crime au domicile de Gudjon par voie postale et font leurs courses tranquillement en ville. Gypsy pense en avoir enfin fini avec cette histoire et pense qu'ils ne se feront jamais prendre. Alors comment on a découvert le corps? Ce sont des amis de la famille qui ont vu des publications très étranges sur le mur Facebook de Didi et qui ont commencé à se poser des questions. Après le meurtre, Gudjon y a écrit « Cette salope est morte » et quelques temps après « J'ai tué cette grosse truie et violé sa douce fille innocente, elle criait tellement fort, lol ». Ah oui, effectivement, il y a quoi se poser des questions. Il a vraiment pas inventé l'eau chaude, lui, hein. Après avoir vu les publications, l'entourage de la famille s'est alarmé et a décidé de se rendre à leur domicile. Tout le monde savait que les deux femmes pouvaient se rendre à des consultations médicales sans prévenir, mais en voyant la voiture toujours dans l'allée, les amis se sont dit que quelque chose clochait et ont appelé le 911. Parallèlement, des témoins croisaient Gypsy dans la rue avec une perruque blonde et surtout sans fauteuil, ce qui leur paraissait improbable. Une fois le mandat de perquisition en poche, les autorités ont découvert le corps de Didi Blanchard dans son lit. Tout l'entourage s'est mis à s'inquiéter pour Gypsy qui ne pouvait pas survivre très longtemps sans des soins adaptés. Mais l'enquête n'aura pas duré très longtemps puisqu'entre le témoignage d'Aléa, la voisine, et le traçage de l'adresse IP, les deux amants ont été arrêtés dès le lendemain de la découverte du corps. D'abord soulagés que Gypsy soit retrouvée saine et sauve, les gens furent rapidement choqués des révélations que les autorités s'apprêtaient à leur faire. J'imagine que ouais, déjà rien que le père. Le pauvre est toujours passé pour un connard qui s'occupe pas de sa fille et quand il a dû apprendre qu'en fait elle était pas malade et que son mec se femme lui faisait vivre un cauchemar, ça a dû être la fin du monde pour lui. Et il n'y a pas eu que lui qui avait été trompé, le monde entier, y compris plus d'une centaine de médecins, l'avait été aussi. Cela a permis de mettre à jour un long système de fraude financière. Tout cela pourrait se terminer avec la condamnation à mort des deux assassins, puisqu'elle est encore en vigueur dans le Wisconsin, mais le procureur du comté annonça que ce ne serait pas le cas, qualifiant l'affaire d'extraordinaire et inhabituelle. Lors du procès, toute la maltraitance de la mère envers la fille fut dévoilée. Le monde entier fut choqué d'apprendre que Gypsy pouvait marcher et que sa mère l'obligeait à se déplacer en fauteuil roulant, qu'elle avait subi l'ablation de ses dents et d'autres interventions, qu'elle se faisait frapper, affamer ou enfermer si elle désobéissait, qu'elle prenait un nombre interminable de traitements, qu'elle n'avait aucune vie sociale en dehors de sa mère et qu'elle n'avait aucun retard mental comme sa mère l'affirmait. Elle suscita l'empathie de la foule qui ne pouvait que ressentir sa douleur en écoutant le récit de sa vie. Gypsy ne savait pas son âge réel avant son arrestation. Les gens se demandèrent qui étaient ces médecins qui n'ont rien vu. Les médecins affirmèrent que jamais Gypsy n'avait parlé. Tout le monde fut choqué. En même temps, il y a de quoi, elle est folle cette histoire.
Disons, et quelle peine alors? Avec toutes ces circonstances atténuantes, elle s'en tira avec seulement 10 années de prison. Godjon, lui, qui n'a cessé de dire qu'il avait commis ce meurtre par amour, écopa d'une peine de prison à perpétuité. Gypsy entama une longue reconstruction durant laquelle elle se rapprocha de son père et de sa famille. Elle déclara que même en prison, elle se sentait plus libre que lors de son ancienne vie. Au moins, ici, elle pouvait marcher. La famille de Didi a déclaré que cette dernière méritait son sort et que Gypsy avait été punie autant qu'elle le méritait. Aucun d'eux n'a voulu payer ses funérailles et Claude et Laura, son père et sa belle-mère, ont jeté ses cendres dans les toilettes. Rod, l'ex-mari, a été un peu plus indulgent en imaginant que son ex-femme avait été victime de ses propres mensonges desquels elle n'a pu se défaire. 10 ans? Ça veut dire qu'elle est déjà sortie à l'heure actuelle alors? Elle est sortie le 28 décembre 2023 après avoir purgé 85% de sa peine. N'imaginez pas une sociopathe heureuse d'avoir commis un crime, Gypsy est depuis prise de remords et de culpabilité. Elle a plaidé coupable lors de son procès et s'est rendue compte que sa mère souffrait du syndrome de Munchausen par procuration lors de son séjour en prison. Elle a pensé au suicide quand l'éventualité de la prison à vie a été discutée. Elle s'est exprimée concernant le crime en expliquant qu'il y avait une différence entre penser à un meurtre et le commettre. Elle a dit qu'elle n'aurait jamais été capable de le faire et qu'elle ressent beaucoup de peine pour Godjon. Pour elle, il ressemblait beaucoup à sa mère, notamment sur le côté très autoritaire. Beaucoup de choses sont restées confuses assez longtemps pour elle, comme son âge. Au moment de son arrestation, Gypsy a dit à la police qu'elle avait 19 ans. Rod et Christy, sa belle-mère, ont pu rectifier auprès des autorités en leur fournissant son certificat de naissance. Gypsy avait en réalité 23 ans. Durant son incarcération, elle s'est transformée. Elle avait laissé pousser ses cheveux, avait pris le poids qu'elle aurait dû faire et portait enfin de vraies lunettes d'adulte. Elle n'était plus sous aucun traitement médicamenteux et n'avait plus aucun problème de santé depuis s'être sortie du contrôle de sa mère. Elle a depuis refait sa vie en épousant un homme et en accueillant son premier enfant en 2024. C'est dingue. 1000 fois pire que celle de ma femme, cette histoire. Comment peut-on faire vivre ça à son enfant, à son propre enfant? La gamine a vécu aussi longtemps avec son bourreau qu'elle prenait pour une vraie sainte, c'est horrible. Le plus dingue là-dedans, c'est quand même tous ces médecins qui n'ont rien vu. C'est effrayant de voir à quel point tu peux t'inventer des maladies et que ça passe crème comme ça. C'est vrai, il y en a juste un qui soupçonnait quelque chose mais il n'a pas pu aller bien loin. C'est Flasterstein, excusez-moi la prononciation du nom, le neurologue pédiatrique qui s'est occupé de Gypsy plus jeune, qui avait compris que cette dernière était capable de marcher. Il avait senti que Didi pouvait présenter le fameux syndrome de Munchausen, mais avait choisi de ne rien faire. Dans un certain documentaire, on lui a donné l'image de héros, mais certains pensent que c'est le contraire et qu'il a gravement manqué à ses obligations. Beaucoup de médecins se sont aussi cachés derrière le fait que Gypsy ne parlait pas et que son dossier médical avait disparu à cause de l'ouragan Katrina. Il faut dire que la plupart des gens ne veulent pas s'embêter avec d'éventuels problèmes et préfèrent rester loin de tout ce qui pourrait leur demander de l'énergie. Comme dans le célèbre cas de Kitty Genovese, pareil je sais pas le prononcer, qui s'est fait assassiner devant bon nombre de témoins qui ont préféré détourner le regard, mais ça si vous voulez je vous en parlerai dans une autre histoire. Ça soigne ce type de syndrome? Comment faire prendre conscience à une personne malade qu'elle n'agit pas pour le bien de son enfant et qu'elle fait tout le contraire? C'est un cas rare, donc je peux pas vraiment répondre à ta question, mais si tu veux aider ta belle-mère, je pense qu'il faut l'inviter à consulter un psychiatre, et si elle veut pas se faire soigner, faudra prendre vos distances. Bon, je pense que je vais rentrer alors. Merci de tous ces conseils. Je vais aller les appliquer et à la prochaine. Si tu as écouté ce podcast jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser une note et à me suivre sur les réseaux sociaux.